un professeur avec nous depuis 2020, probablement. Ouais, 2000, fin 2000. Ouais, c'était juste avant le Covid. Juste avant le Covid. Et avant ça, c'était un professeur à l'université de Moncton. Avant ça, c'était un postdoc à Concordia. Avant ça, étudiant au doctorat ici. Et qui va nous parler aujourd'hui du calcul de la trajectoire des drones dans les réseaux de capteurs centraux. Vas-y. Merci, Oussama. C'est ça. Je dois payer. Non, je dois payer. Un fille, une fille et un garçon. Oui, oui, c'est ça, j'ai pas aimé. Mais... Ouais. J'ai pas aimé, mais j'ai fait vite, donc j'ai préparé la présentation un petit peu rapidement. Non, c'est brouillant. Hein? C'est un brouillant. Ou disons que c'est un brouillon parce que normalement c'est un travail en cours, donc c'est ça. Donc même la présentation, elle est aussi en cours. Non, normalement, il faut demander à vos étudiants de préparer. C'est ça, elle est là, mais. Ouais, elle est là. Parfait. Donc, parfait. Merci. Donc, c'est ça, c'est un travail qui est fait avec mon étudiante, Sophia Benbouker, en maîtrise. Et il y avait aussi une étudiante, une stagiaire d'une école en Algérie qui nous avait joint pendant l'été, juste avant l'été. Donc, c'est ça, on a commencé des choses et on a quelques résultats préliminaires qui sont un peu intéressants. Donc, j'aimerais partager avec vous ça, puis ça peut ramener des idées, puis des discussions à la fin, j'espère. Puis, c'est ça, donc c'est mes deux étudiants, puis mon nom est ici. Donc, dans le titre, il y a peut-être un terme qui est pas mal, pas mal à la mode, c'est les drones. Donc, je vais parler plus sur le calcul des trajectoires des drones, mais dans un contexte de réseau de capteurs sans fil. Donc, le plan, je vais passer rapidement sur. Je vais pas mal passer du temps un petit peu sur une introduction. Euh, Puis, je vais présenter le système, comment on l'a modélisé, donc comment on a conçu un petit peu notre système, qui est principalement un réseau de capteurs sans fil. Puis, je vais commencer un petit peu chronologiquement comment on a traité la chose. C'est qu'on a commencé avec un problème plus simple, donc un problème où il y a seulement un seul dépôt de recharge pour le drone dans tout le réseau. Puis, on est passé à un problème un petit peu plus général, avec un placement de dépôt à côté de la trajectoire de drone. Donc, on va calculer la trajectoire de drone pour que se déplace, mais on va chercher aussi comment placer les dépôts. Donc, puis, je vais présenter quelques résultats qu'on a eus, puis quelques résultats préliminaires pour une approche machine learning. Et je vais terminer, ce n'est pas vraiment des conclusions, mais c'est surtout des perspectives, comment on voit que les choses peuvent s'améliorer par la suite ou peuvent s'étendre par la suite. Voilà, donc, j'ai voulu commencer par cette figure-là, même si peut-être elle n'est pas très jolie, mais elle résume un petit peu comment on voit les drones, c'est-à-dire comment les gens, surtout de télécom et de réseau, voient le déploiement des drones c'est-à-dire dans la vie quotidienne, dans l'industrie, c'est-à-dire dans le cas de catastrophes naturelles, etc. Donc, on voit que les drones peuvent être c'est-à-dire déployés partout. Donc, on peut, par exemple, voir ici des drones qui échangent des informations. Dans ce cas-là, les drones vont envoyer des données, puis récupérer des données à partir de l'Internet des objets. Donc, ils vont servir à l'Internet des objets. On peut voir aussi des drones ici qui chargent d'autres éléments. Donc, il va y avoir de la recharge sans fil. Je vais parler après de ça. On peut voir aussi un déploiement de drones par essence. C'est-à-dire qu'ils vont collaborer pour faire des tâches. Mais surtout qu'il va y avoir aussi des drones qui communiquent avec tout le monde. On peut voir ici des drones qui communiquent avec des satellites, qui communiquent avec des stations de base,
et bien sûr qu'ils vont communiquer avec les utilisateurs finaux. Dans ce cas-là, on parle donc c'est-à-dire 5G ou même en 6G, on parle de drones qui vont servir de stations de base. Donc, les stations de base qu'on voit sur c'est-à-dire les grosses stations de base qu'on voit sur des toits des bâtiments, on peut imaginer qu'une station de base, c'est un drone qui va se déplacer, puis qui va servir une zone. Donc, normalement, on peut imaginer un festival ou bien un match c'est-à-dire un événement sportif où il y a beaucoup de gens. Au lieu de déployer des stations de base fixes sur le sol, des ground-based stations, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir des flying-based. On va avoir des drones qui volent, puis qui vont servir des utilisateurs. Puis à la fin de l'événement, c'est tout simple, on les déploie quelque part. Mais vraiment, nous, ce qui nous intéresse dans le projet, c'était cette partie-là. C'est-à-dire que le drone va récupérer des données à partir de capteurs au sol, puis il va aller quelque part les acheminer dans une station de base, par exemple, pour être traité, etc. Donc, on avait des applications qui nous intéressent dans ce projet. Bien sûr, les drones, j'ai dit que plein d'applications, surtout côté communication. Mais ce qui va nous intéresser, c'est principalement les deux points ici. C'est qu'il va y avoir de la collecte de données. Donc, le drone va se déplacer pour collecter les données, pour être proche du capteur qui, normalement, ne doit pas débourser beaucoup de puissance. Il doit communiquer avec le drone. Puis, il va se déplacer aussi pour ne pas aussi, c'est-à-dire débourser beaucoup de puissance, pour se recharger et aussi acheminer l'information qu'il a captée. Et vu qu'il est là, le drone, il va se déplacer vers les capteurs. Pourquoi ne pas charger ces capteurs-là pour augmenter la durée de vie du réseau en entier? Donc, on va voir plus précisément collecte de données, puis recharge des capteurs. Donc, pourquoi dans notre application les drones sont intéressants? C'est parce qu'on a ce phénomène. Ça veut dire que donc, le drone, il y a une flexibilité sur toutes ces dimensions. Donc, en plus d'avoir une flexibilité d'un mobile c'est-à-dire qui se déplace sur le sol, donc dans ce cas-là, dans deux dimensions, on peut avoir une troisième dimension qui est la hauteur. Et cette dimension-là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va pouvoir créer un lien en vue directe. Donc, ce lien en vue directe, ce qu'il va faire, c'est qu'il va améliorer de beaucoup la performance de la communication entre le drone et l'utilisateur final que j'ai ici, qui peut être un capteur. Dans ce cas-là, le capteur n'a pas besoin à débourser beaucoup de puissance pour pouvoir communiquer avec le drone qui est ici. Par contre, si le drone était ici, il y avait un obstacle, il y avait, c'est-à-dire on aurait besoin d'avoir des réflexions ici, des trajets multiples, ainsi de suite, qui vont créer peut-être que, c'est-à-dire la qualité de la communication ne va pas être bonne, donc on a besoin de débourser plus de puissance. Donc en gros, on va avoir plus de degrés de liberté, bien sûr comparé à un déplacement au sol, parce que, c'est-à-dire on pouvait avoir un mobile c'est-à-dire un équipement mobile qui ramasse les données à partir du sol, mais ça c'est plus intéressant. Et aussi, on a une composante en vue directe. Cette composante est intéressante dans le sens où ça va améliorer les performances, mais elle est aussi prévisible. Ça veut dire que je peux planifier la trajectoire bien avant, c'est-à-dire que le drone commence à se déplacer. Parce que je sais comment évaluer les pertes ou c'est-à-dire l'atténuation sur la trajectoire d'une vue directe. Ça va être plus difficile de la prévoir dans un contexte où il y a des obstacles, etc. Donc ça, c'est comment on imagine un petit peu qu'on va utiliser les drones dans le cadre de ce projet. Mais bien sûr, tout à l'heure, j'ai parlé dans un contexte un petit peu plus large. Et dans ce cas-là, on parle de comment on va les utiliser dans la sixième génération. Donc, je pense que je n'ai pas parlé des générations parce que Sam, il y a 3 semaines, il nous a expliqué tout ça. Donc, deuxième point, ici, regardez, j'ai dit, il y a collecte de données puis recherche de capteurs. Mais recherche de capteurs, c'est un petit peu, disons, un petit peu nouveau, un petit peu bizarre parce qu'il y a du sans fil. Donc, du sans fil, ça veut dire, est-ce que la recherche peut être sans fil à des distances qui sont pas mal, c'est-à-dire, c'est pas comme un téléphone, on le place sur le chargeur, il n'y a pas de connexion filaire, bien sûr, il y a de l'induction qui est en jeu,
Mais dans ce cas-là, on doit envoyer c'est-à-dire d'un émetteur et recevoir l'énergie du récepteur. Donc, l'idée, c'est une transmission d'énergie sans fil, c'est transmettre de l'énergie d'une source sans connexion filaire. Et dans ce cas-là, on va distinguer, je vais parler après de la distinction qu'on fait entre une transmission qui est proche et une transmission qui est un petit peu lointaine. Mais le concept, il est innovant, donc il date pas d'hier, il date, c'est-à-dire de plus qu'un siècle. Donc c'est Tesla qui est, donc qui est pas celui-là, pas celui-là non plus. C'est bien celui-là. Donc c'est ce monsieur-là, je sais pas, 130 années. Donc l'idée a commencé, il a fait des recherches, même c'est-à-dire, même maintenant, on les qualifie c'est-à-dire d'avancées très importantes en la matière et dans tout ce qui touche l'électricité, c'était lui. Et l'idée qui était transmettre l'énergie électrique d'une source en utilisant, c'est-à-dire du sans fil, sans connexion filaire, on peut distinguer deux concepts. Donc le premier concept, c'est que on va avoir une transmission en champ proche. Dans ce cas-là, l'émetteur est très proche c'est-à-dire du récepteur. C'est les chargeurs qu'on utilise pour charger le téléphone. C'est de l'induction électromagnétique qu'on utilise. Donc, on peut résumer ça, une bobine à côté d'une bobine, puis une bobine qui va créer un champ électrique sur l'autre bobine. Donc, il y a d'autres manières de faire, mais ça, c'est la manière la plus utilisée dans les téléphones, par exemple. Mais il y a une autre façon de faire. C'est ce qui nous intéresse dans le cas d'un drone qui va communiquer l'énergie ou qui va transmettre de l'énergie vers c'est-à-dire un capteur au sol. C'est la transmission champ lointain. Ça veut dire que le drone va avoir une antenne. Cette antenne-là va envoyer des ondes électromagnétiques. Très souvent, c'est des ondes RF, en radiofréquence. Et ces ondes-là vont être captées. Donc, ces ondes-là, qui sont des ondes électromagnétiques, ils vont être captées, puis ils vont être redressés pour que ce soit un courant continu. Et ce courant continu peut recharger les capteurs. Les capteurs, ils peuvent carrément utiliser le courant directement pour communiquer. Mais on peut imaginer qu'il va y avoir peut-être une recharge après, et les deux sont possibles. Donc, on peut avoir c'est-à-dire il y a plein de prototypes maintenant qui fonctionnent même à quelques kilomètres. C'est-à-dire, on peut envoyer ces ondes électromagnétiques, puis en les capturant, on peut extraire de l'énergie. Mais le problème, c'est que c'est très peu d'énergie qu'on récupère. Parce que l'émetteur, lorsqu'il émet, même s'il émet à quelques watts, ce qu'on reçoit à la réception, c'est souvent des microwatts, et même moins parfois. Donc, si on a des microwatts, on ne peut pas faire grand-chose, mais c'est-à-dire la science avance, on peut espérer avoir c'est-à-dire une transmission d'énergie un petit peu plus forte. Oui. Il y a des limites théoriques qui existent qui peuvent montrer que c'est pas faisable, ou j'imagine qu'il n'y a pas de limite à démontrer. Non, il y a des limites théoriques, mais ce qu'on obtient en pratique est beaucoup plus que les limites théoriques. Donc, il y a un potentiel de pouvoir. Oui, il y a des limites théoriques, il y a aussi des limites pratiques du matériel qui existe maintenant. Par exemple, là, pour extraire c'est-à-dire pour extraire le courant continu à partir de quelque chose d'alternatif, on utilise des diodes. Donc, en utilisant ces diodes-là, le problème, c'est que ces diodes-là doivent fonctionner à une fréquence très haute. Donc, même ces diodes-là, on a des problèmes c'est-à-dire, si on peut avoir une diode qui fonctionne à une fréquence très haute, qui a une chute de tension qui n'est pas énorme, dans ce cas-là, on peut espérer ajouter encore quelques micro-watts. C'est de l'ordre d'ajouter des micro-watts, c'est pas quelque chose d'énorme, mais il y a des limites théoriques et aussi il y a des limites sur le matériel. Voilà, donc c'est ce qu'on a maintenant, c'est qu'on a des dizaines, voire une petite centaine c'est-à-dire de microwatts sur quelques dizaines de mètres. Donc, on peut récupérer ça. Il y a même des travaux pratiques, c'est-à-dire des travaux qui sont plus pratiques, qui ont réussi, par exemple, à faire fonctionner une caméra à l'aide seulement des ondes qui sont échangées par les routeurs. Donc, à la maison, vous avez votre ordinateur qui envoie des signaux à votre point d'accès Wi-Fi. Dans ce cas-là, la caméra elle prend ces signaux-là, puis elle extrait l'énergie et elle fonctionne. Donc, on peut imaginer que ça va fonctionner. Et c'est ça, on est parti de là.
pour dire que notre réseau de capteurs sans fil, assisté par le drone va récupérer, je pense que je vais parler de ça. Oui, le drone va récupérer les données, puis ce qu'il va faire aussi, vu qu'il est à côté du capteur, pourquoi pas le recharger pour qu'il fonctionne plus longtemps. Normalement, il y a des avancées c'est-à-dire les gens de télécom s'intéressent de plus en plus à cette histoire de transmission d'énergie sans fil, parce qu'il y a surtout un concept intéressant, c'est le fait de transmettre. C'est-à-dire les ondes qui sont transmises, ils peuvent contenir des informations. Ce n'est pas une onde seulement pour transmettre de l'énergie. Elle peut être une onde seulement pour transmettre de l'énergie, mais cette onde-là peut aussi transporter des informations. Donc, ce qu'on a développé, c'est des mécanismes qui transmettent de l'énergie et de l'information en même temps. C'est un truc simultané, ça s'appelle SWIFT. Donc, ce truc simultané, ça permet de transporter les deux s'ils vont dans la même direction. Par exemple, si un émetteur veut envoyer de l'énergie et des données vers le récepteur, dans ce cas-là, il peut mettre les données sur ce qu'il envoie comme signal, il peut l'envoyer avec une forte puissance, il peut le diriger pour qu'il soit très fort vers le récepteur, et dans ce cas-là, le récepteur, il peut extraire les données et extraire aussi l'information. Il y a plusieurs, c'est-à-dire, saveurs de cette histoire de Swift, mais il y a aussi, si la communication se passe donc on a dit quoi? On a dit que le drone va envoyer de l'énergie, puis il va recevoir les données, donc il y a deux sens différents. Il y a cette façon de faire qui est aussi étudiée en, dans la littérature, c'est qu'on envoie l'énergie, donc ce qui est en vert, c'est le transfert d'énergie, puis ce qui est en rouge, c'est le transfert de données. Donc ce qu'on va avoir, on va avoir ce qu'on appelle du harvest then transfer. Donc ce capteur-là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre de l'énergie pendant un certain bout de temps, puis après, il va pouvoir envoyer parce qu'il a de l'énergie de quoi. Donc, on va un petit peu se baser sur ça. On va faire de la collecte d'énergie suivie de transfert de données. Voilà, donc revenons maintenant au travail initial. C'est que je vais résumer un petit peu encore ce qu'on a, ce qu'on a étudié comme problème. C'est que on veut un capteur dans un capteur sans fil. On a un drone qui va avoir cette mission-là, récupérer les données des capteurs, puis recharger les capteurs. Bien sûr, recharger les capteurs dans le but de prolonger la vie du réseau. Et principalement, on va avoir si on peut les appeler des objectifs. Donc, ça va être calculer la trajectoire du drone, recharger le drone au besoin. Et là, je parle de la recharge du drone et non pas des capteurs, parce que le drone a besoin de se recharger pour pouvoir recharger les autres. Puis, on a aussi le problème de où placer les stations de recharge. Donc, et là, je ne parle pas d'un long terme, je parle si les stations de recharge peuvent être déplacées souvent, comment on peut le faire pour améliorer la trajectoire du drone. Et ce qu'on a trouvé dans la littérature, et la littérature, elle est très riche, c'est-à-dire, maintenant, Sophia fait un travail de revue étendue de littérature, et là, on a trouvé au moins 200 articles qui sont intéressants dans le domaine, même si chacun traite le problème c'est-à-dire d'une façon différente, il traite une autre facette du problème, mais la littérature est très riche. Mais ce qu'on remarque, c'est que la littérature est pauvre dans ce point-là qui paraît normalement naturel, c'est que les drones ne sont pas rechargés. C'est-à-dire, ce qu'on fait très souvent, c'est qu'on dit que le drone va voler et on veut diminuer ou, c'est-à-dire, réduire le temps de vol, c'est tout. Et on ne regarde pas est-ce que le drone a vraiment d'énergie pour faire ça ou pas. L'idée, c'est toujours de minimiser le temps de vol et c'est tout. Donc, nous, on va prendre ça en considération. C'est une contrainte très importante et qui est je ne sais pas, heureusement ou malheureusement, pas présente dans la littérature. Donc, voilà, donc c'est ça le problème. Puis, bien sûr, la prochaine étape, c'était de modéliser le problème, c'est-à-dire le système. Donc, dans ce système-là, on a un réseau de capteurs. Donc, on a des capteurs au sol, donc qui sont un petit peu éparpillés dans une zone géographique. Ça peut être, par exemple, après une catastrophe naturelle, on les éparpille pour savoir qu'est-ce qui se passe ici et là, mesurer, avoir des mesures importantes. Mais pour nous, on va dire que les capteurs, on sait ils sont où. Donc, on a une information sur l'emplacement du capteur.
Puis, on a un drone avec une batterie, c'est-à-dire avec une autonomie de max. Donc, à chaque fois que la batterie c'est-à-dire est déchargée, on doit chercher le dépôt pour se recharger. Puis, ce qu'on a aussi, c'est qu'on a L-sites qui peuvent accueillir des dépôts. Donc, ces sites-là, par exemple, ça peut être une station de base qui est déjà là, mais qui n'a pas de capacité de recharger le drone. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer uniquement un dépôt de recharge. Si c'est, par exemple, uniquement une prise électrique, dans ce cas-là, on doit placer un dépôt de recharge et une connexion au réseau d'infrastructure, etc. Donc, on tout L-site et on peut activer des dépôts dans ces sites-là. Donc, cette activation, elle peut être, c'est-à-dire assez fréquente. Il suffit de déplacer le dépôt, puis avoir une autre trajectoire du drone. Donc, si on prend le capteur lui-même, c'est-à-dire, il va passer par ces cycles-là. Donc, on a développé, c'est-à-dire un petit peu ce diagramme-là pour dire que le capteur va avoir un moment pour se recharger. Donc, ça, c'est la phase de recharge. Et pendant la phase de recharge, on va avoir une énergie récoltée par le capteur. Après la phase de recharge, donc il peut partir en sommeil ou il peut passer directement à la transmission. Donc, si le drone demande une transmission, et c'est le cas de notre travail, c'est qu'il va se recharger, harvest, then transmit. Puis, après, il va partir en sommeil. À un certain moment, il peut se réveiller pour faire de la détection ou faire du sensor. Puis, on revient à la même chose. Donc, à un certain moment, il va savoir qu'il doit se réveiller pour capter, puis il va partir en sommeil, il va se réveiller pour se recharger. Et le sommeil est très important pour les capteurs. Parce qu'en période de sommeil, pour tout le monde, je pense, en période de sommeil, on va pas, c'est-à-dire, on n'a pas besoin de savoir est-ce qu'il y a un drone à côté, on n'a pas besoin de débourser de l'énergie pour savoir qu'il y a un drone à côté. On fait, c'est-à-dire un sommeil, on éteint le téléphone, etc. Donc, on ne débourse pas d'énergie pendant le sommeil, ça c'est très intéressant. Et là, on peut imaginer vraiment un sommeil avec le minimum d'énergie déboursée. Donc, c'est un capteur, on va lui permettre de faire ça. Oui. Le drone lui-même pour rester dans les airs, une batterie. Exact. Là, il y a le capteur qui a une batterie dessus. Exactement. Donc, le capteur a une batterie pour pouvoir fonctionner. Pourquoi c'est pas tout relié ensemble? Non, le capteur, il est sans fil et le drone est sans fil. Ben, le capteur est tout. Non. Je vais revenir à ça. Voilà. Peut-être je suis peut-être mal exprimé ici. On a des capteurs ici. Un capteur, ouais, un capteur de pression, un capteur de température, par exemple, un capteur de mouvement. C'est un petit dispositif qui va permettre uniquement de capter une information. Ça, c'est les capteurs qui sont au sol. Puis j'ai le drone qui va ratisser une zone géographique, puis il va communiquer avec les capteurs. Et il va pouvoir aussi les recharger. Ça fait pas un projet de positionnement de site de recharge pour des voitures électriques L'utilisation. L'utilisation des bornes, mais les travaux aussi sur comment déterminer l'endroit optimal des bornes. C'est ça. Nos bornes, ils vont être ces dépôts-là. Mais recharger les drones. Mais là, il y a deux niveaux de recharge. Il y a un niveau, c'est la recharge de drone, c'est comme un véhicule électrique. Mais ce véhicule électrique, il va recharger autre chose. C'est une hiérarchie. Il va se déplacer pour les recharger. Et en même temps, il va se déplacer aussi pour récupérer les données qu'ils ont capturées. Voilà, donc on a modélisé un petit peu les communications. Donc, ce qu'on a considéré, c'est que le drone se déplace sur les dépôts, mais au niveau du dépôt, il doit rester au niveau du dépôt pour se recharger. Donc, ça, c'est du temps perdu pour le drone. Et après, ça, c'est un dépôt, par exemple, le J, c'est un capteur. Donc, pour communiquer avec le capteur, il a deux façons de faire. Soit il va rester en vol stationnaire au niveau du dépôt. Ça, c'est pas mal simple à modéliser après. Soit il a une autre façon, c'est qu'il va réduire la vitesse. En se déplaçant, il va pouvoir recharger puis communiquer avec le capteur. Donc, cette réduction de vitesse, enfin, on n'a pas regardé exactement comment faire ça, mais on a considéré qu'il y a une réduction de vitesse uniquement le temps de
de faire le travail qu'il devait faire. Pendant les deux cycles ici, les deux étapes ici, dans le cycle Energy Recovery puis Data Transmission, donc on a la récolte puis la transmission. Pendant ce temps-là, il commence à baisser sa vitesse, puis à voler pour faire ça avec une vitesse plus basse. Lorsqu'il termine, il, il accélère. Donc, c'est ce qu'on a ici, parce qu'il va visiter un autre, puis il va accélérer, etc. Bien sûr, il va accélérer jusqu'à atteindre le maximum. C'est ça. Donc, ici, on a le temps un petit peu qu'il passe au niveau, c'est-à-dire où il vole, tout simplement. Il ne transmet pas, il ne récupère rien. Puis, on a du temps qui va passer au niveau des dépôts pour se recharger. Donc, toujours en suivant ça, le problème, c'est vraiment le temps qui va passer au niveau du capteur ici. Parce que pendant ce temps-là, il doit pouvoir récupérer les données à partir du capteur. Dans ce cas-là, on a besoin c'est-à-dire d'estimer ce débit-là. Et on a pris l'hypothèse, c'est-à-dire que j'ai mentionné tout à l'heure par rapport à une vue directe. Donc, ça va donner un débit qui ressemble à ça. Ça, c'est seulement la puissance avec laquelle il transmet, ce capteur-là transmet. Puis, ça, c'est la distance entre le drone et le capteur, tout simplement. Donc, lorsque la distance augmente, ce qu'on va avoir, c'est une chute de débit, tout simplement. Donc, pendant le temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va uniquement avoir un intégral ici sur le débit pour pouvoir savoir combien de données on va échanger. Donc, et c'est tout. Donc, je ne vais pas m'attarder beaucoup sur ça. Donc, le plus important, c'est d'avoir quand on peut, c'est-à-dire c'est des choses qu'on peut modéliser assez facilement. Voilà, donc le premier problème qu'on a essayé de résoudre, c'est qu'on a un seul dépôt. Et le remplacement du dépôt est cool. Après, le drone, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sortir du dépôt, il est en recharge complète, il va sortir du dépôt, il va faire le tour pour recharger et transmettre et recevoir, puis on va revenir au dépôt pour se recharger. Puis il va encore sortir du dépôt, et ainsi de suite. Donc, il va voir et on va avoir plusieurs tours. Donc, on sort du dépôt un premier tour, on sort du dépôt, on revient un deuxième tour, et ainsi de suite. Donc, bien sûr, oui. C'est un problème 3D ou 2D? On a considéré que le H est fixe. Donc, ça va être 2D. On va prendre, bien sûr, les choses vont changer si on a une hauteur, mais il y a plein de choses qu'on n'a pas considérées. Si c'était seulement ça, c'est pas grave. Mais il y a plein de choses que c'est-à-dire, il faut. Tout à l'heure, dans le diagramme, pour faire le line of sight, tout le monde. Exactement. Donc, mais si on monte très haut, on est toujours en line of sight. Donc, on a considéré une hauteur un petit peu élevée pour qu'on soit toujours line of sight. Mais bien sûr, l'optimisation de l'hauteur est importante. Voilà, donc ici, ça va ressembler à du voyageur, un problème de voyageur de commerce, par exemple. Mais c'est un petit peu différent. La première chose, c'est que on doit avoir plusieurs tours. Donc ça va ressembler plutôt à un problème de véhicule, de routage de véhicules. Mais on a aussi un problème des contraintes d'énergie. Donc, on doit aussi ajouter. Donc, ça ressemble à des problèmes classiques, c'est-à-dire pour lesquels on a étudié pendant longtemps, c'est-à-dire trouver des solutions optimales, des heuristiques, etc. Mais on a quelques changements par rapport à ça. Donc, l'objectif est de minimiser le temps total de la mission. Le drone, il va sortir du dépôt, il va visiter tout le monde, puis il va revenir. Mais là, entre-temps, il va faire plusieurs tours. C'est ça l'idée. Donc, ici, on a une vitesse, puis on a les distances qu'il va parcourir. Et là, on a une petite variable qui va dire est-ce que l'arête dans le graphe qui représente c'est-à-dire le réseau, est-ce qu'elle va être visitée ou pas. Donc, je vais vous épargner ça. C'est pas du tout compliqué. Comme j'ai dit, c'est un truc qui ressemble beaucoup à du TSP. Donc, la formulation elle-même ressemble à ça, mais avec des contraintes de plus. Donc, dans ce cas-là, chaque capteur doit être visité exactement une fois. Chaque lien entre deux capteurs va être visité aussi une seule fois. Ça, c'est nouveau, c'est que l'énergie consommée qui comprend plusieurs éléments, parce qu'on aura de l'énergie qui va être consommée pour pouvoir envoyer, pour pouvoir servir les capteurs, puis il y a de l'énergie dans le vol, puis il y a de l'énergie pour recevoir.
Donc, toutes ces énergies-là ne doivent pas dépasser quoi? Dépasser c'est-à-dire l'énergie maximale du drone avant de revenir se charger. Euh, Bien sûr, on doit éliminer les sous-tours. Donc, ça, c'est un truc normal dans les trajectoires. Donc, on veut qu'un tour commence par le dépôt et se termine au dépôt. Donc, on ne veut pas avoir un sous-tour qui passe uniquement par les nœuds capteurs. Donc, ça ne doit pas être présent. Donc, il y a plusieurs façons d'éliminer ça. On a implémenté ces contraintes-là de Miller-Tucker-Zemlin, mais il y en a plusieurs. Puis, chaque tour doit commencer et se terminer par le dépôt. Donc, ça, ce n'est pas vraiment présent dans du TSP normal. Donc, dans du TSP, on peut voir le tour comme un tour. Donc, ça peut commencer n'importe où et se terminer n'importe où. Mais ça, on peut l'ajouter facilement. Bien sûr, pour prouver que c'est LP dur, c'est pas dur, parce qu'on va revenir à du TSP. Oui, ici, un. Donc, ce qu'on va voir, c'est qu'on peut passer par le TSP pour prouver ça. Donc, c'est très simple de relaxer le problème. Il faut seulement éliminer les contraintes qui dérangent, la contrainte d'énergie, puis la contrainte de visite de dépôt. Donc, si on a ces deux contraintes éliminées, on revient en TSP. Donc, le problème est un peu difficile. Oui. Pas si simple que ça, parce que dans les problèmes d'optimisation, l'ajout de contraintes simplifie le problème. Oui, on peut avoir ça. Quand on enlève les contraintes, ça peut peut-être rendre le problème plus difficile. Non, mais ici, si on enlève cette contrainte-là, ça va revenir à une version TSP. Ça va revenir à TSP directement. Parce que je l'ai dit, un problème, quelque chose à calculer. Oui. Normalement, quand tu ajoutes des contraintes, tu élimines les possibilités dans l'espace solution. Exact. Donc, ces contraintes-là peuvent éliminer des possibilités. Oui, mais normalement, ici, si on enlève ces contraintes-là, ça veut dire quoi enlever les contraintes? C'est par exemple, je viens ici et je mets que le Emax est égal à l'infini. Ouais. C'est-à-dire, je relaxe. Ça, il y a deux affaires. Ouais. Dans la modélisation, tu as plus d'éléments. Tu n'enlèves pas juste des contraintes, tu enlèves des éléments de modélisation. Non, ce n'est pas des éléments de modélisation, mais c'est seulement si je mets ici que Emax est égal à l'infini. C'est comme si cette contrainte n'existe plus. On n'a pas besoin. S'il n'y a plus de contrainte, tu peux l'éliminer. Oui, on pourra imaginer qu'elle est éliminée, mais il suffit de mettre ça à l'infini et cette contrainte ne sert plus à rien. C'est ça. Peut-être que ce n'est pas le mot éliminer, mais c'est relaxer. Relaxer, oui, mais c'était plutôt c'est-à-dire pour faire passer le message. Je comprends. Non, je comprends ce que tu veux dire, Eric, c'est que mais ici, normalement, si on élimine des contraintes, on est aussi difficile que le TSP. C'est-à-dire il y a des instances qui sont aussi difficiles que le TSP. C'est-à-dire que notre problème est difficile. En général, quand on élimine des contraintes, ça ne veut pas dire qu'on simplifie le problème. Ça veut dire que si on élimine les contraintes, mais on trouve une version interne et pas une autre. Non, ça c'est. Mais là, ici, ce que tu as fait, c'est pas élimination des contraintes, c'est relaxation. La relaxation, ça veut dire forcément on simplifie. Non, même si on élimine des contraintes. Je pense que c'est même si on élimine des contraintes. Non, mais le débat est intéressant. Ça, le débat est intéressant. Mais en gros, c'était ça, c'est que le problème est au moins aussi difficile que TSP. En fait, la clé, c'est certaines instances du problème sont au moins aussi difficiles. Mais on peut pas parler des instances, des problèmes qui sont difficiles, mais on doit dire que le problème est difficile. Oui, Eric a commencé le débat. J'avais sa question, on le remet. Oui. 16. Oui. Donc, c'est pour son objectif. Oui. Éliminer tous les contraintes. Exactement. Oui, c'est ça. C'est pour la rendre le problème. Oui, on cherche l'optimal du problème. On peut savoir souvent dans ce qu'on obtient. Ouais. Parfait. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on a un problème linéaire. Donc, on peut trouver l'optimal au moins pour des besoins de benchmarking. Donc, on va avoir cette solution-là.
Est-ce que j'ai dépassé? Non. Parfait, donc oui. C'est ça, donc on a commencé avec une solution Gluton, donc je vais passer rapidement. Là, on a tout simplement regardé est-ce que des solutions Gluton c'est-à-dire assez classiques pour TSP fonctionnent aussi ici. Donc on a mis le plus proche voisin, donc une heuristique simple, à grand taux de n carré, n étant le nombre de capteurs. Donc ça, on visite le prochain, c'est-à-dire le prochain va être le nœud le plus proche, mais il faut bien sûr retourner au dépôt si nécessaire. Donc, à chaque fois qu'on regarde un nœud proche, mais on voit qu'on ne peut pas retourner au dépôt après, on va retourner au dépôt tout de suite. Puis, on a développé une solution, une méta-heuristique qui combine deux phases, c'est-à-dire qui va passer en deux phases. La première phase, c'est du clustering. Donc, ce qu'on fait dans le clustering, c'est qu'on va essayer de construire les tours, mais sans avoir, c'est-à-dire les, exactement c'est-à-dire le bon séquencement des nœuds. Donc, dans ce cas-là, ce qu'on a fait, on a considéré les tours retournés par le plus proche voisin. Puis, dans ces tours qui sont retournés par les plus proches voisins, on a appliqué du génétique. Donc, le génétique, ce qu'il va faire, c'est uniquement dans ces tours-là, il va essayer c'est-à-dire d'explorer l'espace de recherche en prenant comme chromosome les éléments de chaque cluster. Puis, pour la position du nœud dans le tour, c'est l'ordre dans ce cluster-là. Donc, le nombre de classes, c'est ce qui est retourné par le plus proche voisin. Donc, le plus proche voisin, ce qu'il va faire, c'est qu'il va construire des tours. Il va dire, voilà, je vais partir du point A, puis il va partir au point B, puis C, puis il va retourner. Ça, c'est le premier tour. Donc, je sais que A, B et C sont dans mon premier tour. Donc, je spécifie le nombre des on ne spécifie pas. Ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de trouver un tour. Exactement. Donc, ça va être une sorte de boucle. Une première boucle qui va me spécifier c'est quoi les capteurs qui sont dans ce premier tour, puis une deuxième boucle, etc. Donc, ça, c'est vraiment, c'est-à-dire, c'est gloutant. On fait des choses un petit peu qui peuvent être loin de l'optimal, mais après, on va essayer d'approcher l'optimal en séquençant d'une autre manière c'est-à-dire les capteurs sur chaque tour. On peut imaginer du camise, mais la question de Mohamed, c'est que le cas, c'est vrai, c'est-à-dire combien de classes dans ce cas-là on va avoir. Donc, ouais, ça peut être une alternative, mais dans ce cas-là, il faut regarder vraiment le nombre de classes à choisir. Voilà, donc je vais passer maintenant au deuxième problème. Donc, le deuxième problème, c'était quoi? C'était que on va essayer d'avoir non pas un seul dépôt, mais plusieurs dépôts. Mais ces dépôts-là, je dois les placer dans des endroits, c'est-à-dire dans une liste d'endroits. Donc, j'ai par exemple 3 dépôts, j'ai 6 sites. Dans ce cas-là, je vais avoir une combinaison de 3 par rapport à 6. Donc, ça va exploser lorsque le nombre de dépôts et de sites est grand. Et on doit trouver une solution à ça aussi. Mais l'idée maintenant, c'est que je n'aurai pas des tours, mais j'aurai des sous-trajectoires. C'est-à-dire, je vais commencer par un dépôt, je recharge, je tombe sur le deuxième dépôt, puis je recharge, je peux revenir au premier, ainsi de suite. Donc, les tours peuvent se former, mais l'idée, c'est d'avoir des sous-trajectoires au lieu de tours. Moi, je pose oui. Le problème de ça, c'est un graphique. Si tu considères les facteurs, on peut utiliser les algorithmes de graphes qui existent. Oui, effectivement, c'est ce qu'on a fait après. Ce qu'on a fait après, c'est d'avoir du machine learning appliqué sur les graphes dans notre cas. Je vais parler de ça, je vais aller un petit peu plus vite parce que je sais que le temps presse un petit peu, mais on va arriver exactement à ce qu'on a dit. Voilà, donc c'est ça, on a le même problème et maintenant on a des variables de plus. Le problème est un petit peu plus compliqué. Donc ce qu'on a fait, c'est que on a encore formulé le problème. Il y a des contraintes de plus qu'on a ajoutées. C'est que une sous-trajectoire doit commencer par un dépôt, puis ça doit se terminer par un dépôt. Mais la prochaine sous-trajectoire doit commencer par le dépôt auquel on est arrivé dans la sous-trajectoire avant. Et ainsi de suite. On doit continuer comme ça. Puis, bien sûr, la contrainte qui dérange encore plus, c'est que on doit chercher les bons emplacements des dépôts au niveau des sites. On a commencé encore par un truc glouton, pour avoir une idée comment ça se passe. Puis, c'est ça, donc on a commencé par une première phase qui est du clustering. Donc, là, on a utilisé K-means.
Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis les dépôts les capteurs dans des clusters. Puis, le nombre de clusters va exactement être le nombre de dépôts. Et là, si on voit qu'il y a beaucoup de dépôts qui sont à côté d'un site, on va placer le dépôt sur ce site-là. Parce qu'il a plus de chances c'est-à-dire de servir beaucoup de monde. Donc, dans ce cas-là, le drone n'a pas besoin d'aller plus loin pour se recharger après avoir visité des capteurs à côté. Donc, c'était ça l'idée. Donc, on a fait du clustering. Et après, on est passé à du plus proche voisin, exactement comme tout à l'heure. On commence par un dépôt, puis on regarde le plus proche, puis on regarde le plus proche. Si ça ne marche pas, je dois revenir au dépôt le plus proche, etc. Là, on a essayé c'est-à-dire quelques modifications ici. Encore, je vous épargne ça. C'est pas du tout compliqué, mais c'est un petit peu détaillé. Et la complexité, c'est comme tout à l'heure. Donc, quadratique, c'est intéressant. En nombre de capteurs, en supposant bien sûr que le nombre de sites est plus petit que le nombre de capteurs, et ça, on peut supposer ça. Non, pas du tout. C'est heuristique. Ça va être ouais, pour l'optimal, ce qu'on fait, c'est on résout directement cette formulation. Donc, on utilise un solver, donc du branch and bound ou une variante, et ça nous donne l'optimal. Et après, ce qu'on a fait, et ça, c'est encore en expérimentation, c'est qu'on a regardé un petit peu ce qui se fait dans les problèmes de graphes en machine learning. Donc, si on a un graphe en entrée, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Est-ce qu'on peut résoudre des problèmes avec des contraintes sur les graphes? Et apparemment, il y a beaucoup de recherches là-dedans. Je sais que je sais que Mohamed, c'est l'expert. Oui, l'idée, peut-être, ça a commencé avec le mémoire que j'avais évalué pour un de tes étudiants. Je ne savais pas que ça a été aussi intéressant que ça, mais c'est très intéressant. Donc, si vous avez des graphes sur lesquels vous avez des problèmes, c'est une idée intéressante. Et, et là, on s'est basé sur, je vais passer directement à ça, hein, à expliquer un petit peu comment ça va se passer si on a un graphe. Donc, la solution, en réalité, c'est quoi? C'est seulement une permutation de nœuds et de dépôts, en réalité, c'est-à-dire de capteurs et de dépôts. Donc, en réalité, ce que je veux avoir, c'est, je commence par un dépôt, je dois partir vers un nœud, puis vers un autre nœud, etc. Donc, c'est comme si je prends le capteur et les dépôts, puis je cherche des permutations. Ce n'est pas exactement ça, mais ça ressemble. Puis, ce qu'on va faire, c'est que on doit avoir ce capteur-là dans un réseau, c'est-à-dire dans un réseau de neurones ou ici un encodeur-décodeur. Donc, dans ce cas-là, on doit faire, je ne sais pas comment on traduit embedded. C'est ça. Donc, on va avoir une représentation là du graphe. On va avoir une représentation latente du graphe dans une dimension, dans une autre dimension. Donc, dans ce cas-là, on prend notre graphe, puis on fait cette représentation-là. Et l'idée, c'est qu'on va chercher une politique qui va permettre de choisir une solution à partir d'une instance donnée. On va donner une instance à notre encodeur-décodeur, puis lui, il va nous chercher une solution, puis on va l'améliorer petit à petit. Donc, le modèle qu'on utilise, c'est basé sur un article assez intéressant dans la littérature. C'est un encodeur-décodeur qui va utiliser un modèle d'attention. Je ne suis pas très expert, donc j'ai peur d'avoir des questions difficiles, surtout. C'est qu'on a un encodeur. Donc, l'encodeur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va produire une représentation latente. Ici, il produit une représentation latente des nœuds. Et après la représentation latente des nœuds, il va produire aussi une représentation latente du graphe lui-même, à partir de la représentation du nœud. Puis, il se base aussi sur plusieurs couches d'attention. Donc, on va voir quelque chose qui ressemble à ça. Donc, les données ici, c'est quoi? C'est les dépôts, puis les nœuds de capteurs. Et les capteurs et les dépôts, c'est uniquement l'information qu'on a. On a deux informations importantes. C'est l'emplacement du dépôt, donc les coordonnées. Puis on a aussi la distance entre les capteurs et les nœuds, entre les capteurs et les dépôts, les capteurs entre eux. Donc ces informations-là, on va les faire entrer dans l'encodeur. L'encodeur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va chercher une représentation latente. Et pour chaque nœud, je vais avoir une représentation. On fait l'addition de tout ça, on va avoir encore une représentation du temps. Donc ça, c'est une représentation
du graphe qui va être utilisé par le décodeur. Donc, le décodeur, ce qu'il fait, c'est qu'il va, ce qu'il va faire, c'est qu'il va choisir un nœud à la fois. Il va choisir, bien sûr, le nœud, c'est-à-dire qui a la probabilité la plus grande, donc une façon encore gloutonne. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'à chaque itération, il va calculer des probabilités pour les nœuds en se basant sur la représentation latente du graphe et des nœuds du graphe, c'est-à-dire du graphe en entier, puis des nœuds du graphe. Il va calculer les probabilités, il va ajouter un nœud dans c'est-à-dire dans la trajectoire. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il va cacher les nœuds qu'on ne peut pas utiliser. Donc, il va cacher, par exemple, un dépôt qu'on ne peut pas utiliser ou si les nœuds qu'on a déjà visités. On va pas encore les choisir. Donc, en gros, ça va ressembler à ça. Donc, j'ai l'encodeur et bien sûr, dans le décodeur, je vais avoir cette information-là qui est prise de l'encodeur. Puis, ce qui va sortir à la fin, ça va être un nœud à la fois dans la trajectoire et chaque nœud que je choisis, il va être caché pour c'est-à-dire la prochaine itération du décodeur. Et la sortie va être une permutation des nœuds, que ce soit capteur ou décodeur. Bien sûr, dans le but de minimiser la distance parcourue et le temps parcouru par le drone. Donc, ce que l'algorithme utilise, c'est Reinforce. Donc, avec une approche gloutonne, donc on va générer l'instance sur plusieurs époques. On va générer à chaque time step, on va générer une instance. On trouve une solution gloutonne. On va la comparer avec une solution qu'on va générer random. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va améliorer à chaque fois les paramètres de ce réseau-là. À la fin, ce que ça a donné des résultats assez intéressants. Je vais passer directement aux résultats. Je pense que. J'ai vu ChatGPT dans la. Oui, il est où? Ah non, non, pas Oui. Voilà, donc ça a donné ça s'améliore pendant les époques. On avait besoin de 100 époques pour avoir quelque chose qui ressemble à une certaine, c'est-à-dire, convergence. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça généralise pas mal la chose. Donc, ça permet d'avoir une généralisation c'est-à-dire, on va avoir beaucoup d'instances à essayer. Donc, on a commencé par 10 000, ça n'a pas donné de très bons résultats. On est passé à 100 000, c'est prometteur. Ça, c'est avec 100 000 graphes. Et lorsqu'on lui donne un nouveau graphe qu'il n'a jamais vu avant, donc il donne quelque chose d'intéressant. Ça ressemble un petit peu à ça. Et ce qui est encore plus intéressant, regardez ici, je vous ai parlé d'autres figures, je pense que ça, c'est suffisant. C'est que ça, c'est la solution avec le plus proche voisin, c'est le rouge. Le récit glouton, très simple. Ça, c'est la solution basée sur les graphes, c'est-à-dire sur l'encodeur-décodeur. Puis ça, c'est la solution optimale. La solution optimale, on l'a obtenue avec un solver, Simplex, qui utilise directement la modélisation du problème. Et là, vous voyez la différence. La différence commence très grande. Ce qu'on change ici, c'est le nombre de capteurs. Normalement, la différence avec un très petit nombre de capteurs, ça doit être plus petit, vu que l'espace de recherche n'est pas énorme. Mais ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait entraîné notre modèle sur 20 capteurs, sur des réseaux, des réseaux de 20 capteurs. L'entraînement, c'est sur 20, puis ce qu'on a fait comme simulation, après, c'est sur plusieurs nombres de capteurs. Vous pouvez voir ici, sur 18 et 16, ça s'approche beaucoup. Mais ce n'est pas très mauvais, même pour les nombres, c'est-à-dire les tailles de réseau qu'on n'a pas vraiment, sur lesquelles on n'a pas entraîné notre encodeur-décodeur. Vous voyez ici, je pense que c'était peut-être une différence de 8% ou de 9% ici. Ça s'améliore lorsqu'on s'approche du 20. On ne sait pas qu'est-ce que ça va être ici, mais on est meilleur que c'est-à-dire le plus proche voisin à chaque fois. Mais on ne sait pas, est-ce qu'on va garder encore la même chose lorsque le nombre de capteurs est beaucoup plus grand. Ça va être difficile à savoir parce que l'optimal, ça prend énormément de temps. Donc, oui.
la courbe monte de façon linéaire. C'est comme, alors que la complexité, c'est quadratique. Donc, surtout le NN, là. Moi, je m'attendais à une courbe comme ça, là. Oui, ça c'est pas la courbe de complexité. Non, non, oui, Ouais, par rapport même au temps d'exécution. Je m'attendais à une courbe un peu il quadratique. explose à un certain moment. Quadratique. Et quand même, c'est linéairement comme ça. Ouais, C'est pas en accord avec l'algorithme. non, ça va pas exploser, c'est-à-dire la différence entre. Normalement, tu t'attendais à avoir quelque chose qui ressemble à ça. Oui, par rapport à l'algorithme. Non, Ça, c'est je la pense durée pas. de la trajectoire. Ouais, je pense pas que le C'est nearest, pas le. je pense pas que le nearest neighbor c'est aussi mauvais que ça. Ah, ouais. Non, Personne n'est mauvais. ouais. Non, le plus proche voisin, c'est pas aussi mauvais que ça. Non, parce que la complexité, tu as dit, c'est local. Oui, mais je pense que ça n'a pas vraiment une relation avec la complexité ici. Non, le temps d'exécution. Ça, c'est pas le contexte. Oui, oui, ça, c'est la durée de la mission de Bloch. La solution. C'est la solution. Ah, ok. Non, 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 c'est pas le temps de calcul. Non, c'est pas le temps de Ok, calcul. ok. C'est pour ça que je disais exponentiel. Normalement, tu cherchais une parabole là, pour le n carré. Ouais. Non, c'est pas ça. Ça, c'est le temps de la mission du programme. Ah, Combien il prend de temps pour recharger, etc. Et là, on voit que c'est pas mal proche sur les réseaux qu'on a utilisés. Mais à plus de 20 nœuds, le temps de calcul pour Cyclex, ça devient. Oui, ça devient énorme. Ce qu'on pouvait essayer, Comme quoi. c'est des jours. Ah oui. Ouais. Ce qu'on avait essayé, et je pense que ça va marcher, ce qu'on va faire, c'est que pour Ciplex, on peut permettre un certain éloignement de l'optimal, mais ça reste quand même, c'est-à-dire on peut permettre un gap par rapport à l'optimal de 1%, de 0,5%. Il va trouver des solutions, il n'a pas besoin d'aller très loin. Et dans ce cas-là, on peut réduire les jours à quelques heures. C'est-à-dire ça permettra d'ajouter un point ou deux dans la figure, mais pas. Voilà, donc on est là, on a fait des simulations pour les premiers algorithmes. Oui, ce qu'on a fait seulement pour 20, et pour voir est-ce que ça se généralise aussi pour des réseaux qui sont plus petits ou des réseaux qui sont plus grands. Donc si on fait un entraînement pour 10, ça va descendre. Ce point-là, ça va descendre, c'est sûr. Parce que pour 20, regardez, la différence est très petite. Donc l'entraînement, ça dépend de la taille du graphe, mais ça ne dépend pas beaucoup de cette taille-là. C'est-à-dire, on peut avoir un bon, c'est-à-dire, ça améliore au moins le plus proche voisin. Voilà, donc ça termine la présentation. Je voulais partager avec vous c'est-à-dire, ça peut être, c'est-à-dire des perspectives pour ce qu'on fait. Bien sûr, on va continuer dans cette histoire c'est-à-dire d'entraîner un petit peu plus notre modèle de tout à l'heure. C'est-à-dire le modèle sur lequel on s'est basé pour avoir encore quelques insights pour ça. Mais en gros, les perspectives, c'est ce qu'on n'a pas fait, c'est une conception conjointe de la trajectoire et de la communication. On s'est focalisé beaucoup sur la trajectoire, mais on peut améliorer aussi quelques paramètres. On peut ajouter quelques paramètres à la communication, ça va être plus intéressant. Puis, on n'a pas beaucoup de contraintes pratiques qui ont été considérées. On n'a pas, par exemple, regardé est-ce qu'il y a des obstacles au niveau de la trajectoire. Dans ce cas-là, le drone doit éviter ça. Il doit éviter des collisions avec d'autres drones si on considère c'est-à-dire une zone assez dense. Puis, on doit aussi respecter les zones qui sont interdites de vol. Donc, ça, on ne l'a pas fait. J'ai mis ça ici pour ne pas avoir beaucoup de questions pour ne pas être coincé. Voilà, puis on peut aussi s'intéresser à résoudre une version en ligne du problème. Dans ce cas-là, on n'a pas toute l'information au début, puis l'information va venir petit à petit. Peut-être lorsque le drone visite un capteur, il va trouver un autre capteur. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit le visiter maintenant, le laisser après, etc. On peut considérer ça. Donc, c'est ça la perspective qu'on considère. Ça peut être des, des problèmes de recherche par la suite reliés à ça. Et c'est tout. Oui. Oui, ça a pris énormément de temps parce qu'au début, on a utilisé des ordinateurs, c'est-à-dire on n'a pas utilisé de GPU au début. C'est sûr qu'on était. C'est ça, donc ça a pris. Au début, c'était pas possible.
ça marchait pas. Puis on a un serveur au laboratoire qui utilise des GPU. Là ça a pris, je pense, je n'ai pas regardé ça en détail, mais c'est-à-dire l'étudiante m'a toujours, elle se plaignait toujours du temps d'entraînement, donc ça prend quelques jours à chaque fois. C'est pour ça que on a essayé avec 20 pour voir est-ce que ça marche ou pas. Et après, on pourra regarder des réseaux plus denses. Oui. Oui, est-ce que vous avez des idées d'applications concrètes? Est-ce que ça, c'est des contraintes pratiques? Ces contraintes sont assez naturelles. Ouais. On a beaucoup d'imagination. Et donc, est-ce que vous avez en tête des applications concrètes que vous prenez? Est-ce que les données sont comparées? Normalement, on pense que ces contraintes sont pratiques, c'est pour ça qu'on va les prendre. Mais je pense, pour moi, non, parce que on planifie pas vraiment c'est-à-dire un déploiement réel, mais c'est des contraintes qui peuvent modéliser. Exactement. C'est essentiellement imaginer réaliste, mais viennent des contraintes qu'on. Non, pour le moment, c'est imaginer réaliste. Oui. En fait, j'aimerais savoir, les savoir est-ce que les drones, car en fait, vous avez dit que les drones prennent des affaires et transfèrent. C'est ça, oui. Oui, et du coup, est-ce que la station de base, elle communique avec les drones en contrat, elle donne des informations J'ai oublié d'ajouter ça ici. Parce que c'est des perspectives assez intéressantes d'ajouter une mobilité au capteur, ça va bien sûr complexifier la chose. Mais la mobilité, c'est-à-dire dans notre domaine de recherche, c'est quelque chose de très important. Et souvent, on essaie de s'éloigner un petit peu de ça parce que ça complexifie, comme ce que tu as mentionné, le problème. Et c'est intéressant. Pour les stations de base, pour le moment, ce qu'on fait, c'est lorsque le drone est au niveau du dépôt, il peut se recharger, puis communiquer les informations qu'il a captées au niveau de la station de base. Bien sûr, une communication encore sans fil, ça peut être intéressant aussi. Donc, c'est tous des perspectives intéressantes à considérer, mais qui complexifient bien sûr le problème. Oui. Bon, premier commentaire, ensuite, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait. C'est à cause, je sais, c'est à cause de l'image de Elon Musk. Ouais. Okay. J'ai ajouté 3 images et là, c'est ça. C'est exactement ça. Une question sérieuse. Les données que tu as utilisées dans l'entraînement sont. Non, c'est synthétique. On a créé nos propres réseaux. Ça veut dire avec le temps, il faut devenir désuet. Désuet dans le sens. Ça veut dire qu'ils sont plus valides parce qu'ils sont liés à des choses de l'environnement. Par exemple, ils sont liés à la position des capteurs. S'ils sont mobiles, ça marche plus. Bien sûr, ça va pas marcher dans le sens où, pour le moment, on considère un line of sight. Donc, si on considère par exemple que la communication est un évanouissement avec des multitrages, etc., oui, ça va changer. Mais on considère, c'est-à-dire, on a un petit peu la chance de travailler avec un drone. On peut dire que c'est line of sight. Ce qu'il apprend, c'est les positions des capteurs. Ce qu'il apprend, c'est la trajectoire basée sur des positions données. Mais pour le moment, on regarde uniquement les positions. Oui, bien sûr, si on ajoute l'évanouissement, ça va être. Donc, ce qu'il apprend, c'est des positions. Après, il faut qui est presque. C'est exactement ça. Donc, s'il est mobile. Non, s'il est mobile, ça doit être reconsidéré totalement et on va revenir à ce que tu avais présenté la dernière fois, c'est qu'on doit réapprendre. Ouais. Ok, c'est bien. L'entrée de est-ce qu'elle dépend du nombre de capteurs? Oui, ici, ça va, on va. Donc, ce qu'on va avoir, c'est que on va avoir c'est-à-dire une représentation latente ici de tous les nœuds. Et quelle que soit la taille ici, il n'y aura pas de problème. Parce qu'on va continuer avec cette taille-là jusqu'à la fin. Oui.
C'est ça, on prend des damis. C'est ça, on prend des damis. Oui? Moi, je vais vous poser la question suivante. Du point de vue d'un gardien, comment il va faire pour garder le pion en finissant de rater le passage? Oui, c'est un. Exactement, le sleep mode, c'est comme s'il a un chronomètre. C'est-à-dire, c'est comme s'il règle. Oui, c'est exactement. Pour le moment, c'est déterministe. C'est déterministe, ça veut dire, je sais que s'il passe maintenant, le prochain cycle va être à ce moment-là. S'il le rate, normalement, ce qu'on fait dans LoRaWAN, par exemple, on agrandit, si on rate un beacon dans LoRaWAN, ce qu'on fait, c'est qu'on agrandit le prochain intervalle beacon. Donc, si par exemple, il le rate maintenant, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se réveiller dans le prochain, mais en agrandissant un petit peu le temps pour lequel il va attendre. S'il le rate encore, il va agrandir. Bien sûr, il va débourser plus de puissance, mais c'est le prix à payer. Est-ce que tu peux le réveiller en lui envoyant un signal? C'est ça, mais le problème, c'est que pour qu'il soit réveillé, il doit être. C'est pas en sommeil profond, en mi-sommeil. Dans ce cas-là, il doit utiliser un petit peu de puissance. Pourquoi Moi, je suis toujours en mode semi-éveillé. il faut dire un mot semi-logiciel. C'est capable de moi. Mon séminaire était intéressant. C'est pour ça, Oui, je t'ai réveillé. c'est pour ça qu'il boit du café. On a une assemblée qui a. C'est ça. Donc, merci. Merci.